Nous avons une annonce extrêmement importante à faire, à savoir l'effort de fabrication de puces le plus épique de l'histoire. De loin, cela va vraiment faire passer les choses à un tout autre niveau, à un niveau que les gens n'imaginent probablement même pas en ce moment. Ce n'est pas dans le... J'appellerais ça en quelque sorte un problème qui sort complètement de leur cadre de référence, alors remettons les choses en perspective de plusieurs ordres de grandeur. C'est un effort conjoint. J'appuie sur le bouton, mais le bouton ne fonctionne pas. Nous aspirons à être une civilisation galactique. Alors, je pense que le futur que tout le monde, enfin la plupart des gens, je pense, seraient d'accord pour dire que c'est le plus excitant. C'est celui où nous sommes là-bas, parmi les étoiles, où nous ne sommes pas confinés pour toujours à une seule planète, où nous devenons une espèce multiplanétaire. Comme dans les meilleures œuvres de science-fiction que vous ayez jamais lues. Vous savez, Star Trek ou Iain Banks ou Asimov ou Heinlein. Et nous voulons rendre cela réel, pas seulement de la fiction, transformer la science-fiction en réalité scientifique. C'est ce futur glorieux et passionnant que j'attends certainement avec impatience. Et il vaut aussi vraiment la peine de prendre en considération, par exemple, de quelle manière vous classeriez les civilisations. Vous savez, il existe une façon de le faire. Alors, il y avait un physicien, je crois qu'il était russe, dans les années 60, Kardashev, il a imaginé une manière générale d'évaluer une civilisation. Et il a dit, eh bien, si vous êtes une civilisation de type 1, vous utilisez la majeure partie de l'énergie de votre planète et nous avons encore du chemin à parcourir pour être réellement une civilisation de type 1. Nous utilisons qu'une infime part de l'énergie solaire reçue sur Terre. Voyons cela, voilà, mais oui. La Terre ne reçoit qu'environ un demi-milliardième de l'énergie du Soleil, donc le Soleil est vraiment immense. Le Soleil représente 99,8% de toute la masse du système solaire. Alors, parfois, les gens me demandent, et qu'en est-il, vous savez, d'autres sources d'énergie sur Terre, comme la fusion ici sur Terre? Eh bien, c'est malheureusement très peu, parce que le Soleil représente 99,8% de la masse du système, Jupiter, c'est environ 0,1%. Et la Terre est dans la catégorie des autres, nous en faisons partie. Je crois que c'était Carl Sagan, je pense qu'il a pu le dire. La Terre est comme un minuscule grain de poussière dans une vaste obscurité, très très petite. Le Soleil est absolument gigantesque. Par conséquent, la seule façon viable d'étendre réellement la civilisation est d'étendre la production d'énergie dans l'espace. Donc c'est nécessairement une vérité absolue parce que na Terra, capturamos apenas uma fração da energia do Sol, pois somos pequeno grão de poeira. Une façon de penser à cela, c'est un peu comme la production d'électricité. Sur Terre, de toda a energia, la civilisation n'utilise qu'environ un bilhonième de l'énergie do Sol, o que significa que, mesmo se você aumentasse a produção de energia da civilização em 1 milhão de vezes, ainda seria apenas 1/1000º da energia do Sol. Quero dizer, é tão inspirador pensar nisso. Nous sommes si petits à l'échelle de l'univers. Oui, souvent, nous nous impliquons dans ces petites disputes sur Terre qui sont en réalité insignifiantes. Quand on considère vraiment toute la grandeur de l'univers, c'est pourquoi il est important de considérer la grandeur de l'univers. Ce que nous pouvons faire dépasse tout ce que nous avons accompli jusque-là. Au lieu de se préoccuper de ces petites querelles ici sur Terre, je ne vois pas vraiment de sens à cela. Oui, nous voulons être une civilisation qui s'étend à travers la galaxie avec des vaisseaux spatiaux où chacun peut aller où il veut, ce serait épique. Et avoir une ville sur la Lune, des villes sur Mars, peupler le système solaire et envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres systèmes stellaires. Cela semble être le meilleur avenir possible. Alors, pour faire cela, nous devons exploiter la puissance du Soleil. Alors, une téra-usine, bien qu'elle soit énorme, 1 térawatt de calcul par an,
c'est énorme selon nos standards civilisationnels. C'est encore seulement une étape sur le chemin, pour être ne serait-ce qu'une civilisation de Kardashev. Il reste beaucoup à faire pour devenir une civilisation de niveau 2 selon Kardashev, et vous n'êtes même pas considéré comme une civilisation de niveau 3. Donc, c'est quelque chose de très grand selon les normes humaines actuelles, mais encore petite à l'échelle de l'univers. C'est très difficile, même pour tous les humains. Par conséquent, pour atteindre un objectif aussi difficile, il faut vraiment un effort collectif de l'espèce. SpaceX, Shea et Tesla, travaillant ensemble pour créer ce projet épique de la Terra-usine. Et Tesla, Shea et SpaceX ont déjà réalisé des choses vraiment incroyables que les gens pensaient impossibles. Alors, Algigad, la Gigafactory Texas, ici, tu sais, le robot Optimus qui est en train d'être construit. Il existe un réseau mondial de superchargeurs, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il n'y a pas si longtemps, les gens pensaient que les voitures électriques n'iraient nulle part, et en gros, il n'y avait pas de voitures électriques en vente. Quand Tesla a commencé, et les gens disaient que c'était impossible. Et maintenant, Tesla produit 2 millions de voitures électriques par an. Oui, et alors, Xai, bien que ce soit une nouvelle entreprise, maintenant une partie de SpaceX, a aussi construit le premier cluster informatique à l'échelle du gigawatt, qui, en temps réel, est un record. Jensen Huang, de Nvidia, a déclaré n'avoir jamais vu quelque chose se construire aussi vite de sa vie. Donc, un grand compliment de Nvidia puis SpaceX. Je pense que vous pouvez lire par vous-même. Vous savez déjà. Je veux dire, les fusées réutilisables, les gens disaient que les fusées réutilisables n'étaient pas possibles et que, même si elles l'étaient, elles ne seraient pas économiquement viables. Alors nous l'avons fait, et ensuite nous l'avons rendu économiquement viable, et maintenant nous en avons déjà fait atterrir plus de 500 vezes. Et maintenant, ensuite, nous avons eu le Falcon Heavy, et maintenant nous travaillons sur le Starship, et le Starship est une pièce essentielle du puzzle, parce que pour accroître la puissance de calcul et l'énergie, il faut aller dans l'espace, ce qui signifie qu'il faut une charge utile massive pour l'espace. Et le Starship va rendre cela possible. Donc cela vous donne une idée de l'échelle. Nous avons là Optimus. Optimus, pour donner une idée de l'échelle, et Optimus mesure environ 1,80 m, cela vous donne une idée de la taille de la fusée. Starship V3. La version 4 du Starship sera beaucoup plus longue, en fait, la version 4 du Starship fera paraître la version 3 du Starship assez basse. Donc, nous allons augmenter avec le Starship V3 à 200 tonnes de charge utile en orbite, à partir de 100 tonnes avec le V3. Et là, vous pouvez voir que c'est juste une approximation grossière de la version mini de l'ISAT, donc c'est environ 100 kWh. Cela montre les panneaux solaires et le radiateur à l'échelle. Pour une raison inconnue, un débat étrange a eu lieu sur les radiateurs dans l'espace. On peut dire sans risque que SpaceX sait comment gérer le rejet de chaleur dans l'espace avec 10 000 satellites en orbite. Peut-être qu'ils en savent un peu plus que la moyenne. Vous voyez que le radiateur est assez petit comparé aux panneaux solaires. Et nous appelons cela un mini-satellite, puisqu'il ne fait que 100 kWh. Nous espérons que les satellites futurs atteindront probablement les mégawatts. De cette façon, pour atteindre les térawatts nécessaires de capacité de calcul totale par an, il faut environ 10 millions de tonnes en orbite par an, à raison de 100 kWh par tonne. Nous sommes confiants que c'est réalisable sans inventer une nouvelle physique ou des choses impossibles. Par conséquent, je suis vraiment convaincu que SpaceX pourra mettre 10 millions de tonnes en orbite par an. Donc, nous avançons vers 1 terawatt d'énergie solaire, ce qui va résoudre le problème de l'énergie solaire, la production d'énergie. Par conséquent, l'ingrédient essentiel qui manque est, sans aucun doute, 1 terawatt de puissance de calcul. Par conséquent, cette annonce vise la solution. O principal problema que faltava. Pour que vous puissiez avoir une idée beaucoup plus claire de l'ampleur de ce dont nous parlons maintenant, la production mondiale actuelle d'infrastructures pour le calcul de l'IA est d'environ 20 gigawatts chaque année.
Ce graphique explique pourquoi nous devons construire la Terre à faible, car tout le reste de la production de la Terre représente environ 2% de ce dont nous avons besoin. Donc, si nous additionnons toutes les usines existantes dans le monde aujourd'hui, elles ne représentent qu'environ 2% de ce dont nous avons réellement besoin, pour le projet Terawatt ou Terafebre. Par conséquent, nous voulons, sans aucun doute, que notre chaîne d'approvisionnement actuelle soit très bien définie. Nous sommes immensément reconnaissants envers notre chaîne d'approvisionnement actuelle, y compris Samsung, TSMC, Micron et d'autres partenaires importants. Et nous aimerions qu'ils augmentent aussi rapidement que possible la production des puces qu'ils fabriquent. Je leur ai dit exactement ces mots. Mais il y a un rythme maximal d'expansion avec lequel ils se sentent à l'aise, cependant, ce rythme est inférieur à ce que nous souhaiterions. Soit nous construisons la Terre à faible, soit nous n'aurons pas les puces. Puisqu'elles sont nécessaires, nous allons la construire. Et nous commençons avec une usine de technologie avancée ici à Austin. Et je crois que le gouverneur Abbott est dans le public. Je voudrais remercier le gouverneur Abbott et l'État du Texas pour leur soutien. Donc, dans l'usine de technologie avancée, nous aurons tous les équipements nécessaires pour fabriquer n'importe quel type de puce, qu'il s'agisse de puces logiques ou de puces mémoire. Et nous aurons également tous les équipements nécessaires pour produire les masques de lithographie. Ainsi, dans un seul bâtiment, nous pouvons créer un masque de lithographie. Fabriquer la puce, tester la puce, faire un autre masque et avoir un cycle incroyablement rapide et récursif pour améliorer la conception de la puce. À ma connaissance, cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde où vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer de la logique, de la mémoire, faire l'encapsulation et tout tester. Et ensuite faire les masques, améliorer les masques et continuer à répéter ce même cycle encore et encore. Nous ne ferons pas uniquement de l'informatique conventionnelle ici. Je pense qu'il y a de nouvelles pistes en physique très intéressantes qui, selon moi, vont fonctionner. C'est juste une question de temps. Alors, nous allons vraiment repousser les limites de la physique dans l'informatique à l'extrême et nous allons essayer plusieurs choses folles et audacieuses. Que pouvez-vous faire si vous avez ce cycle d'itération rapide? Je ne saurais trop insister sur l'importance de pouvoir fabriquer une puce, la tester, puis modifier la conception, en faire une autre et avoir tout cela dans un seul bâtiment. Je pense que notre amélioration récursive dans cette situation est probablement d'un ordre de grandeur bien supérieur à tout le reste dans le monde. Donc, en général, nous prévoyons de fabriquer deux types de puces. L'une sera optimisée pour l'AD et l'inférence. Elle sera donc principalement utilisée dans Optimus et dans les voitures, mais surtout dans Optimus, parce que je m'attends à ce que les robots humanoïdes soient produits de 10 à 100 fois plus que le volume de voitures. Donc vous savez, si la production de véhicules sur Terre est d'environ 100 millions de véhicules par an, robots humanoïdes, cela se situe entre 1 milliard et 10 milliards d'unités par an. Donc, c'est énorme. Donc, oui, Tesla a l'intention de fabriquer une part très importante de ces robots. C'est notre objectif. Et donc, nous avons besoin d'une puce de traitement très puissante, spécialement conçue pour l'espace, qui tienne compte de l'environnement très hostile et difficile de l'espace, où vous avez une puissance élevée, des ions à haute énergie, des photons, en plus de l'accumulation constante d'électrons, c'est un environnement hostile dans l'espace. Donc, vous voulez concevoir la puce, vous voulez l'optimiser pour l'espace et vous voulez aussi généralement la faire fonctionner. Un peu plus chaud que ce que vous feriez normalement sur Terre afin de minimiser la masse du radiateur. Donc, il y a plusieurs contraintes qui font que vous concevez quelque chose différemment pour l'espace que vous le feriez pour une utilisation au sol. Et pour le traitement spatial, je pense que ce sera la grande majorité du traitement, parce que vous avez une contrainte d'énergie sur Terre. Donc, je pense qu'il s'agit probablement de 100 à 200 gigawatts par an de puces terrestres, et probablement de l'ordre d'un térawatt de puces dans l'espace. Simplement à cause des contraintes énergétiques au sol, oui,
c'est probablement comme ça que ça va finir. L'espace a cet avantage d'être toujours ensoleillé. C'est très bien, donc je suis vraiment convaincu que le coût de l'IA et de déployer l'IA dans l'espace deviendra significativement inférieur au coût de l'IA terrestre. Dans un délai beaucoup plus court que ce que la plupart des gens attendent, je crois qu'il pourrait ne falloir que 2 ou 3 ans pour qu'il soit réellement moins cher d'envoyer des puces d'IA dans l'espace que de les utiliser sur Terre. Parce que dans l'espace, vous n'avez pas besoin de beaucoup de batterie, car il y a toujours du soleil. Et l'énergie solaire, vous allez obtenir au moins 5 fois plus d'énergie solaire dans l'espace qu'ici sur Terre, puisqu'il n'y a ni atténuation atmosphérique, ni cycle jour-nuit ou de saison. Et vous êtes toujours perpendiculaire au Soleil, donc vous maximisez vraiment l'énergie solaire dans ces conditions. Et l'énergie solaire spatiale, en fait, coûte moins cher que l'énergie solaire terrestre, parce que vous n'avez pas besoin de verre lourd ou de structure pour la protéger des événements climatiques. Donc, dès que le coût pour mettre quelque chose en orbite baisse à une valeur faible, cela devient immédiatement très logique. Mettre l'IA dans l'espace, en gros, devient une décision évidente. De plus, à mesure que vous allez dans l'espace, vous bénéficiez d'économies d'échelle croissantes et les choses deviennent plus faciles avec le temps. Alors que, en essayant de mettre de plus en plus d'énergie au sol, vous manquez d'espace et commencez à utiliser les endroits les plus faciles. Et ensuite, vous faites face à un niveau encore plus élevé de syndrome NIMBY. Personne ne veut ça dans son jardin. En réalité, produire plus d'énergie sur Terre devient de plus en plus difficile et coûteux, tandis que dans l'espace, cela devient au contraire plus simple et moins cher avec le temps. Ce sont des points très importants. Ce que vous venez de voir là, c'est parce que, bien sûr, vous vous demandez, eh bien, que fait-on après une terafab? Ne voyez pas petit, oui, c'est un point très important. Alors, vous savez, comment peut-on atteindre la barre du pétawatt? C'est naturellement la prochaine question évidente à poser. Et l'idée, c'est que vous puissiez y arriver avec un lanceur électromagnétique de masse sur la Lune, avec des robots avancés, avec Optimi et évidemment une agence spatiale comme la NASA. Alors, vous pouvez créer la capacité d'envoyer un pétawatt, vous pouvez créer un pétawatt de capacité de calcul et envoyer cela dans l'espace profond. Sur la Lune, sans atmosphère et avec une gravité 6 fois moindre qu'ici, les fusées ne sont pas nécessaires. Vous pouvez littéralement accélérer cela jusqu'à la vitesse de libération depuis la surface. Et cela réduit énormément le coût, encore une fois, pour pouvoir profiter de l'énergie renouvelable. Et cela permet à l'humanité d'aller plus de 1000 fois au-delà d'un térawatt. Donc, face à cela, c'est certain, à l'avenir, je veux juste vivre assez longtemps pour voir le lanceur de masse sur la Lune, parce que ce sera incroyablement épique. Cela nous amènerait à 1 millionième de l'énergie du Soleil, au moins, c'est de quoi nous rendre humbles quand on y pense. 1 millionième de l'énergie solaire équivaut à 1 million d'économies terrestres, ce qui est remarquable. Et, à partir de ce point, oui, on commence à s'étendre bien au-delà de cela, vers les planètes, vers les autres étoiles lointaines, et on crée le futur le plus passionnant possible que je puisse même imaginer. Cela me rappelle un peu l'ouverture d'Idiocratie avec Mike Judge, révélant une ère d'abondance incroyable. Oui, tout à fait. Les éléments de ce processus sont l'énergie durable, les voyages spatiaux, l'intelligence artificielle et la robotique. Cela apporte une abondance incroyable pour tous. Et en fait, le seul chemin vers ton abondance extraordinaire, c'est l'IA et la robotique. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas mal tourner. J'espère que oui, tu sais. Je pense que tout ira bien et que tu vas adorer cet avenir. C'est le meilleur avenir que je puisse imaginer. Au moins, nous irons au-delà de la Lune et de Mars, naviguant à travers les anneaux de Saturne. Ce ne serait pas incroyable si tu pouvais acheter un voyage pour Saturne ou, honnêtement, si tu faisais un voyage pour Saturne? Je pense que les choses seront tout simplement gratuites dans le futur. Ça paraît fou,
Mais tu sais, si tu as une économie basée sur l'IA et la robotique, qui serait environ 1 million de fois plus grande que l'économie actuelle de la Terre, littéralement, n'importe quel besoin que tu puisses imaginer pourra être satisfait. Si tu peux l'imaginer, tu peux l'avoir. Je pense donc que Ian Banks a raison dans ses livres sur la culture d'affirmer qu'il n'y aura plus d'argent à l'avenir et que l'abondance sera pour tous. Si tu peux l'imaginer, tu peux l'avoir, c'est tout. Cela signifie que n'importe qui pourrait voyager vers Saturne, pas seulement quelques-uns. Si tu veux y aller, tu peux, oui. Rejoins-nous dans ce voyage. Et aide-nous à concevoir des puces incroyables et à fabriquer des puces incroyables et à construire 1 térawatt de puces. 1 térawatt d'énergie solaire, 10 millions de tonnes en orbite par an. Merci.